Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Kallman-Lévy, présentent Brunetti entre les lignes de Donna Leone, interprété par Renaud Bertin. C'était un morne lundi. Brunetti le passa en grande partie à lire les témoignages sur la querelle qui avait éclaté entre deux chauffeurs de taxi et qui s'était achevée par l'hospitalisation de l'un d'eux avec une commotion cérébrale et un bras cassé. Ces déclarations avaient été établies par le couple d'Américains qui avait demandé au concierge de leur hôtel d'appeler un taxi pour l'aéroport, par le concierge qui disait avoir appelé l'un de ses chauffeurs attitrés, par le porteur qui affirma n'avoir fait que son travail, c'est-à-dire déposer les bagages dans le taxi, et par les deux chauffeurs dont l'un fut interrogé à l'hôpital. Brunetti conclut de ces différentes histoires que le chauffeur de la société habituelle de taxi était tout prêt lorsqu'il avait reçu le coup de fil du concierge, mais qu'à son arrivée à l'hôtel, il y avait déjà un autre taxi amarré au quai. Il s'était arrêté, avait crié le nom que le concierge lui avait donné et dit que c'était à lui de conduire ces Américains à l'aéroport. L'autre chauffeur avait rétorqué que le porteur lui avait fait signe alors qu'il passait par là et que c'était donc sa course. Le porteur niait et répétait qu'il n'avait fait que s'occuper des bagages. Quant aux Américains, ils étaient foudrages car ils avaient raté leur avion. Brunetti savait bien ce qui s'était passé, mais ne pouvait le prouver. Le porteur avait dû héler le taxi de manière à ce que lui, et non pas le concierge, perçoivent le pourcentage sur la course. La suite était limpide, personne ne dirait jamais la vérité, et les Américains ignoreraient à tout jamais ce qui était arrivé. Une brusque envie de café détourna Brunetti de ses réflexions. Il fit une pause et se demanda s'il n'avait pas trouvé là une explication cosmique à l'histoire mondiale d'aujourd'hui. Il sourit et nota l'idée pour en reparler le soir même avec Paola, ou mieux encore, le lendemain soir, au dîner, chez ses beaux-parents. Il espérait divertir ainsi le comte, grand amateur de paradoxes, et il était sûr et certain que sa belle-mère savourerait l'anecdote. Il interrompit sa rêverie et descendit l'escalier de la questure, impatient de boire le café qui lui permettrait de tenir tout le restant de l'après-midi. Il était près de la porte d'entrée lorsque le standardiste tapa à la fenêtre de sa minuscule cabine et lui fit signe de venir. Il l'entendit déclarer au téléphone « Je pense que vous devriez parler au commissaire, dottoressa, il est de service. » Et il lui passa le combiné. « Brunetti ?»« Êtes-vous le commissaire ?»« Oui. »« Dottoressa Fabiani à l'appareil. Je suis la bibliothécaire en chef de la bibliothèque à Merula. Nous venons de subir un vol, même plus d'un, à mon avis. » Sa voix tremblotait. C'était la voix typique des victimes d'agression. « Au sein de la collection ?» demanda Brunetti. Il connaissait cette bibliothèque, pour y être allé une ou deux fois lorsqu'il était étudiant, mais elle lui était complètement sortie de l'esprit depuis des lustres. « Oui. » « Qu'est-ce qu'on vous a pris ?» s'enquit-il, tout en préparant mentalement les questions censées faire suite à la réponse de sa correspondante. « Nous ne connaissons pas encore le degré de gravité du vol. La seule chose dont je sois sûr en l'état actuel des choses, c'est qu'on a arraché des pages dans certains volumes. » Il l'entendit inspirer profondément. « Combien ?» s'informa Brunetti en prenant un bloc-notes et un crayon. « Je ne sais pas. Je viens juste de m'en rendre compte. » Sa voix s'étranglait dans sa gorge. Il entendit un homme parler près d'elle. Elle dut se tourner vers lui pour lui répondre, car Brunetti eut du mal à capter ses propos pendant un instant. Puis, le silence se fit à l'autre bout du fil. Songeant aux procédures auxquelles il avait dû se plier dans les bibliothèques municipales chaque fois qu'il avait voulu consulter un livre, il lui demanda « Vous avez bien des fiches des personnes qui se servent des livres, n'est-ce pas ?» Avait-elle été surprise qu'un policier puisse poser une telle question, qu'il s'y connaisse en bibliothèque ? Elle mit en tout cas un moment à lui répondre. «
Bien sûr. Cela le fit sans doute monter d'un cran dans l'estime de la bibliothécaire. C'est ce que nous sommes en train de vérifier. Avez-vous trouvé l'auteur de ce vol? Il s'ensuivit une pause encore plus longue. Un chercheur, à notre avis, dit-elle. Puis elle ajouta, qui avait tous les prérequis voulus. Brunetti perçut en filigrane la bureaucrate déjà prête à se défendre contre toute accusation de négligence. « Dottoressa », commença-t-il du ton le plus convaincant et le plus professionnel possible, « il faut nous aider à l'identifier. Plus vite nous le trouverons, moins il aura de temps pour vendre ce qu'il a pris. »« Mais les livres sont saccagés !» répliqua-t-elle d'une voix aussi angoissée qu'à la mort d'un être cher. Pour une bibliothécaire, imagina-t-il, un livre abîmé était aussi grave qu'un livre volé. En adoptant cette fois le ton de l'autorité, il affirma « J'arrive tout de suite, dottoressa. Je vous prie de ne toucher à rien, et j'aimerais voir l'identification qu'il vous a donnée. » Comme il n'obtint aucune réponse, il raccrocha. Brunetti se souvenait que cette bibliothèque se trouvait sur les Zattere, mais sa position exacte lui échappait. Il se tourna vers le garde et lui dit « Si on me demande, je suis à la bibliothèque à Merula. Appelez Vianello et dites-lui d'y aller avec 2 hommes pour prendre les empreintes digitales. » Dehors, il trouva Foa, bras et jambes croisés, appuyé contre le parapet du canal. Il avait la tête penchée en arrière et gardait les yeux fermés face aux premiers rayons du soleil printanier. Mais dès que Brunetti fut à son niveau, le pilote lui demanda « Où puis-je vous conduire, commissaire ?» avant même d'ouvrir les yeux. « À la bibliothèque à Merula. » Comme s'il achevait la phrase de Brunetti, Foa enchaîna. « Dorso duro 3429. » Comment sais-tu cela? Mon beau-père et sa famille vivent dans l'immeuble d'à côté, donc ça devrait être à ce numéro. J'ai eu peur un instant que le lieutenant ne soit allé s'inventer une nouvelle loi vous obligeant à apprendre toutes les adresses de la ville par cœur. Quand on a grandi sur un bateau, on sait où se trouve n'importe quel endroit, monsieur. Mieux qu'un GPS, déclara Foa en se tapant le front du doigt. Il s'écarta de la rambarde et se dirigea vers le bateau, mais il s'arrêta à mi-chemin et se tourna vers Brunetti. « Au fait, savez-vous ce qu'ils sont devenus, monsieur ?»« Quoi donc ?» s'informa Brunetti, non sans confusion. « Les GPS ?»« Quels GPS ?»« Ceux qui ont été commandés pour les bateaux, » spécifia Foa. Brunetti se tenait debout, attendant une explication. « J'ai parlé à Martini il y a quelques jours de cela, » reprit Foa, désignant le policier chargé de l'approvisionnement, l'homme de la situation lorsque l'on veut faire réparer une radio ou obtenir une nouvelle torche électrique. Il m'a montré la facture et m'a demandé si je savais s'ils étaient bons ou pas, le modèle qui avait été commandé. « Et tu le savais ?» s'enquit Brunetti, qui se demandait comment la conversation en était arrivée là. « Oh, il n'y en a pas un qui ne les connaisse pas, monsieur. Ça ne vaut pas un pet de lapin. Aucun chauffeur de taxi n'en veut, et le seul qui s'en soit acheté un, à ma connaissance, ça l'a rendu tellement fou qu'il l'a arraché du pare-brise de son bateau et l'a jeté par-dessus bord. » Foa reprit son chemin vers la vedette et s'arrêta de nouveau. « C'est ce que j'ai dit à Martini. »« Et qu'est-ce qu'il a fait ?»« Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est le bureau central de Rome qui gère. On graisse la patte à quelqu'un là-bas pour passer la commande et à quelqu'un d'autre pour la faire aboutir. » Il haussa les épaules et monta dans le bateau. Brunetti le suivit, surpris que Foa lui racontait cette histoire, car il devait bien se douter qu'il ne pouvait rien y faire non plus. Ainsi va le monde. Foa mit le moteur en route. Martini m'a dit que la facture en comptait une dizaine. Il n'y a que 6 bateaux, n'est-ce pas? S'assura Brunetti, question à laquelle Foa ne prit même pas la peine de répondre. Cela remonte à quand? À quelques mois, cet hiver, je dirais. Tu sais si on en a vu la couleur? Foa releva le menton et émit un claquement de langue sardonique en réponse à sa question. Brunetti se retrouva alors à une croisée des chemins qui lui étaient familières. Il pouvait avancer, mais probablement pour mieux reculer. Se mettre sur le côté pour ne pas obstruer le passage. Ou fermer les yeux, s'asseoir confortablement et ne plus bouger du tout. S'il parlait à Martini et apprenait que les GPS avaient été commandés et payés, mais ne se trouvaient nulle part, il se mettrait dans de sales draps.
Il pouvait aller jeter un coup d'œil sans mot dire et peut-être éviter ainsi que l'on ne malmène les caisses du trésor public, ou purement et simplement passer outre et continuer à vaquer à des choses plus importantes ou encore remédiables. « Tu crois que le printemps est enfin arrivé ?» demanda-t-il au pilote. Foa le regarda du coin de l'œil et sourit. Il ne pouvait être davantage sur la même longueur d'onde. « C'est possible, monsieur. Je l'espère, en tout cas. Je n'en peux franchement plus de ce froid et de ce brouillard. » Tandis qu'ils finissaient leur tour dans le bacino et contemplaient le paysage, ils eurent tous deux le souffle coupé. Il n'y avait rien de théâtral dans leur réaction, loin d'eux l'envie d'en faire trop ou de se laisser aller à une pompeuse déclaration. C'était une simple réponse humaine à ce qui relève d'un autre monde, à ce qui est tout bonnement impossible. Devant eux se dressait l'un des derniers plus grands paquebots de croisière arrivés à Venise. Sa gigantesque poupe leur tournait effrontément le dos, les défiant de se livrer au moindre commentaire. 7, 8, 9, 10 étages. Comment était-ce possible ? Il bloquait la vue de la ville, bloquait la lumière, bloquait toute voie au bon sens ou à la raison, ainsi qu'à la justesse des choses. Ils le suivirent, observant le sillage qu'il créait et qui déferlait lentement contre les deux bords des quais, vaguelette après vaguelette. Quelle poussée, Dieu seul le sait, devait exercer cette énorme quantité d'eau déplacée sur ces pierres et sur les jointures qui les stabilisaient depuis des siècles. Un coup de vent inattendu les enveloppa pendant quelques secondes, des gaz d'échappement du navire qui rendirent l'air soudain irrespirable. Mais l'atmosphère s'emplit ensuite, avec la même soudaineté, de la douceur du printemps, avec ses bourgeons, ses feuilles tendres et son herbe fraîche, tout comme de l'humeur joyeuse de la nature, venue offrir son nouveau spectacle. Ils pouvaient voir, à quelques mètres d'eux, les gens alignés sur le pont, tendus comme des tournesols vers la beauté de la place Saint-Marc, de ses coupoles et de son campanile. Un vaporetto apparut de l'autre côté. Il venait dans leur direction, et les passagers, debout à l'extérieur, sans aucun doute des Vénitiens, levaient leurs poings et les agitaient à l'encontre des touristes. Mais ces derniers regardaient de l'autre côté et ne purent voir l'accueil chaleureux que leur réservaient les autochtones. Brunetti songea au capitaine Cook, arraché aux vagues, tué, cuisiné et dévoré par d'autres autochtones tout aussi chaleureux. « Bien, » marmonna-t-il dans sa barbe. À l'approche des Zattere, Foa prit sur la droite, fit marche arrière, puis se mit au point mort pour faire glisser la vedette jusqu'à l'arrêt complet. Il se saisit d'une corde d'amarrage et sauta sur la rive, se pencha et fit rapidement un nœud. Il s'inclina et prit la main de Brunetti pour le soutenir fermement, tandis qu'il sautait à terre. « Cela va probablement durer un bon bout de temps, » le prévint Brunetti. « Tu pourrais rentrer ?» Mais Foa ne prêta pas attention à ces mots. Il avait les yeux rivés sur la poupe du paquebot qui avançait lentement vers le quai de San Basilio. « J'ai lu un jour, » commença Brunetti en vénitien, « qu'aucune décision ne peut être prise sans l'approbation unanime de toutes les instances. »« Je sais, » répliqua Foa, gardant les yeux sur le navire. « La magistrature des eaux, la région, le conseil d'administration de la ville, les autorités portuaires, quelques ministères à Rome. » Il fit une pause, toujours hypnotisé par le bâtiment qui s'éloignait mais diminuait à peine en taille. Puis Foa retrouva sa voix et nomma quelques hommes relevant de ces institutions. Brunetti ne les connaissait pas tous, mais il en reconnut tout de même un grand nombre. Lorsque Foa mentionna 3 anciens fonctionnaires municipaux de très haut rang, il martela chacun de leurs noms de famille tel un menuisier enfonçant à coups de marteau les derniers clous dans le couvercle du cercueil. « Je n'ai jamais compris pourquoi ils ont divisé les choses de cette façon, » énonça Brunetti. Foa, après tout, provenait d'une famille qui vivait de la lagune et sur la lagune, des pêcheurs, des poissonniers, des marins, des pilotes et des mécaniciens de l'Achitivu. Il ne leur manquait que les branchies. S'il y avait des gens capables de comprendre comment était géré le système de l'eau dans cette ville, c'était bien eux. Foa lui adressa le sourire qu'un professeur adresserait au plus sot de ses élèves, affectueux, pathétique, condescendant. « Vous croyez que 8 comités séparés peuvent parvenir à prendre une décision ?» Brunetti regarda le pilote, puis eut une illumination.
Et seule une décision conjointe pourrait arrêter les bateaux, asséna-t-il, conclusion qui élargit le sourire de Foa. Ainsi peuvent-ils remettre la question sur le tapis à l'infini, déclara le pilote, clairement admiratif devant l'idée ingénieuse de laisser la décision finale entre les mains d'autant d'organisations gouvernementales isolées les unes des autres. On les paye pour aller inspecter dans d'autres pays et voir comment on s'y prend là-bas, et pour tenir des comités où l'on discute de projets et de plans. Puis il précisa au souvenir d'un article paru peu de temps auparavant dans Il Gazzettino, ou pour embaucher leurs femmes et leurs enfants à titre de consultants. Et ramasser les petits cadeaux qui pourraient tomber des poches des propriétaires des paquebots, suggéra Brunetti, même s'il savait que ce n'était pas le genre d'exemple qu'il était censé donner à la branche en uniforme. Le sourire de Foa devint plus chaleureux encore, mais il se limita à dire en indiquant l'étroit canal « C'est là-bas, juste avant le pont, la porte verte ». Brunetti fit un signe pour le remercier de l'avoir accompagné en bateau et pour ses instructions. Il l'entendit un instant plus tard démarrer le moteur. Il se tourna et vit la vedette de la police s'écarter, puis emprunter le canal en dessinant un large cercle pour pouvoir faire demi-tour. Brunetti remarqua que le sol était humide et constellé de vastes flaques d'eau qui s'étendaient le long des murs des immeubles qu'il longeait. Curieux, il regagna le bord du quai et regarda le niveau de l'eau qui se trouvait dorénavant à plus de 50 centimètres en dessous de lui. C'était marée basse, il n'y avait pas d'aqua alta et il n'avait pas plu depuis longtemps, si bien que toute cette eau ne pouvait s'expliquer que par le passage du navire. Et ils étaient censés croire, lui et ses concitoyens, que l'administration prenait pour des idiots, que ces bateaux ne faisaient subir aucun dommage aux matériaux composant la ville. La plupart des hommes qui arrêtaient ces décisions n'étaient-ils pas vénitiens? N'étaient-ils pas nés dans cette ville? Leurs enfants n'y allaient-ils pas à l'école et à l'université? Sans doute parlaient-ils même vénitien pendant leurs réunions. Il pensait que la mémoire lui reviendrait sur le chemin de la bibliothèque, mais il n'en retrouva aucune image passée. Il ne put pas non plus se rappeler si le palazzo était la demeure de Merula lorsqu'il vivait à Venise. C'était là une question pour l'archivio storico, pas pour la police, dont les dossiers ne remontaient pas au-delà d'1 siècle. Lorsque Brunetti franchit la porte verte, qui n'était pas fermée, il eut la sensation que la cour lui était familière, avec ses marches extérieures menant au premier étage et son puits bouché par un couvercle en métal. Elle ressemblait à toutes les cours Renaissance de la ville. Il fut attiré par ces sculptures magnifiquement conservées, que ses murs avaient su préserver. Des anges joufflus soutenaient 2 par 2 un blason de famille qu'il ne put décrypter. Les ailes de certains de ces angelots avaient besoin d'être restaurées, mais le reste était intact. Il supposa que le puits datait du XIVe siècle, avec sa guirlande de fleurs entourant la margelle juste en dessous du capuchon métallique. Il fut surpris d'en avoir gardé un si vif souvenir, alors que le reste l'avait fort peu marqué. Il se dirigea vers l'escalier qui lui était bien resté en tête également, avec sa large main courante en marbre jalonnée de têtes de lions sculptées, de la taille d'une pomme de pin. Il gravit les marches en tapotant la tête de 2 de ces lions. Au sommet de la première volée, il aperçut une porte et à côté une nouvelle plaque en laiton, « Biblioteca Merula ». Il entra et fut saisi par la fraîcheur de la pièce. À cette heure de l'après-midi, la température était plus clémente et il regretta d'avoir mis sa veste en laine. Il sentait à présent sa transpiration sécher le long du dos. Dans la petite salle d'accueil, un jeune homme, arborant une barbe à l'italienne du dernier cri, était assis derrière un bureau avec un livre ouvert devant lui. Il regarda Brunetti et lui sourit. « En quoi puis-je vous aider ?» Brunetti sortit sa carte officielle de son portefeuille et la lui montra. « Ah, bien sûr, » fit le jeune homme. « Vous souhaitez voir la dottoressa Fabiani, monsieur. Elle est en haut. »« N'est-ce pas la bibliothèque ?» s'enquit Brunetti en désignant la porte derrière le jeune homme. « Ici, c'est la collection moderne. Les livres rares sont au-dessus. Il faut monter à un autre étage. » Devant la confusion de Brunetti, il expliqua. « Tout a été changé ici, il y a environ 10 ans. » Puis il spécifia avec un sourire. « Bien avant mon époque. »« Et bien après la mienne. » répliqua Brunetti,
qui regagna l'escalier. Comme cette partie de la rampe était dépourvue de lions, Brunetti laissa glisser ses doigts le long de la main courante en marbre biseauté, poli par des siècles d'utilisation. Parvenu au sommet, il trouva une porte avec une sonnette sur la droite. Il l'actionna et au bout d'un moment, un homme plus jeune que lui, portant une veste bleu foncé à la coupe militaire et ornée de boutons en cuivre, lui ouvrit. Il était de taille moyenne et trapu. Il avait les yeux bleu clair et un nez fin, très légèrement tordu. « Êtes-vous le commissaire » demanda-t-il. « Oui » répondit-il en lui tendant la main. « Guido Brunetti. » L'homme lui prit la main et la serra brièvement. « Piero Sartor » se présenta-t-il. Il recula pour permettre à Brunetti de s'approcher de ce qui faisait penser au guichet d'une petite gare de province. Sur la gauche se trouvait un comptoir en bois à mi-hauteur avec un ordinateur et 2 corbeilles à papier. De très vieux livres étaient empilés sur un chariot appuyé contre le mur derrière le comptoir. Certes, il y avait désormais un ordinateur, chose qui n'existait pas à l'époque où Brunetti était étudiant, mais l'odeur était restée la même. Les vieux livres l'avaient toujours empli de nostalgie pour les siècles où il n'avait pas vécu. Ils étaient imprimés sur du papier fabriqué à partir de vieilles étoffes déchirées en lambeaux et broyées, plongées dans l'eau, puis broyées à nouveau et transformées ensuite à la main en grandes pages prêtes à l'impression, que l'on pliait et repliait, reliait et cousait toujours à la main. Tous ces efforts pour documenter et garder en mémoire notre identité et nos idées, songea le commissaire. Il se rappelait combien il en aimait la sensation sous les doigts, ainsi que le poids. Mais ce dont il se souvenait surtout, c'était ce parfum, à la fois âcre et doux, émanant d'un passé qui cherchait à devenir réalité sous ses yeux. L'homme ferma la porte, ce qui tira Brunetti de sa rêverie, et se tourna vers lui. « Je suis le gardien, c'est moi qui ai trouvé le livre. » Il essaya, mais en vain, d'annihiler toute trace de fierté dans sa voix. « C'est lui qui a été abîmé ?»« Oui, monsieur, c'est-à-dire que j'ai descendu le livre de la salle de lecture, et lorsque la dottoressa Fabiani l'a ouvert, elle a vu que certaines pages avaient été arrachées. » Sa fierté fit place à de l'indignation et à un sentiment proche de la colère. « Je vois. Votre tâche consiste donc à descendre les livres au bureau d'en bas ?» demanda-t-il, curieux de connaître les devoirs que cette institution assignait à un gardien. Il supposa que c'était précisément ce rôle qui rendait Sartor étonnamment avenant à l'égard de la police. L'homme lui lança un regard furtif et perçant où l'on devinait aisément aussi bien de l'inquiétude que de la confusion. « Non, monsieur, mais c'est un livre que j'ai lu, ou plutôt que j'ai lu en partie. Donc, je l'ai aussitôt reconnu, et je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'il traîne sur la table, » laissa-t-il échapper. « C'est Cortés, cet Espagnol qui est allé en Amérique du Sud. » Sartor cherchait ses mots et poursuivit plus lentement. « Il aimait tellement les livres qu'il lisait que ça m'a donné envie de m'y intéresser, et j'ai pensé y jeter un coup d'œil. Et il est américain, mais il parle très bien italien, c'est à ne pas y croire. Et nous avons pris l'habitude de bavarder quand j'étais au bureau et qu'il attendait qu'on lui descende ses livres. » Il se tut un instant, mais au vu de l'expression que dégageait Brunetti, il reprit la parole. « Nous faisons une pause dans l'après-midi, mais je ne fume pas et je peux pas boire de café. C'est l'estomac, je supporte plus. Je bois du thé vert, mais aucun bar à la ronde n'en a, ou plutôt n'a pas le type de thé que je pourrais boire. Ce qui fait que je dispose d'une demi-heure, et comme je n'ai pas très envie de sortir, j'ai commencé à lire. Certains des chercheurs mentionnent des livres, et parfois, j'essaie de les lire. » Il fit un sourire nerveux, comme s'il venait de se rendre compte qu'il avait transgressé une barrière sociale. « Ce qui me permet d'avoir des choses intéressantes à raconter à ma femme quand je rentre à la maison. » Brunetti se délectait toujours à écouter les révélations surprenantes que lui faisaient les gens. Ils effectuaient et disaient les choses les plus inattendues, en bien ou en mal. Le jour où un collègue lui avait sorti à quel point il en avait eu assez d'entendre sa femme se plaindre alors qu'elle en était à sa 17e heure de travail pour la naissance de leur premier enfant, Brunetti avait eu du mal à réprimer son envie de le gifler.
Il pensa aussi à la femme de son voisin, dont le chat sortait chaque soir par la fenêtre de la cuisine pour aller rôder librement sur les toits des alentours, et qui rapportait chaque matin une pince à linge au lieu d'une souris. Un cadeau non moins précieux que les histoires captivantes que Sartor racontait à sa femme. Brunetti, à l'affût de ce que ce dernier avait à lui dire, s'informa. Hernán Cortés ?»« Oui, lui confirma Sartor. Il conquit la ville du Mexique qu'ils dénommèrent la Venise de l'Ouest. » Il s'arrêta, puis ajouta, craignant que Brunetti ne le prenne pour un idiot. « Ce sont les Européens qui lui ont donné ce nom, pas les Mexicains. » Brunetti opina du chef en signe de compréhension. « Ça ne manque pas d'intérêt, même s'il remercie toujours Dieu après avoir tué un tas de gens. J'aime pas beaucoup ça, mais il écrivait au roi, donc il était peut-être obligé de dire ce genre de choses. Mais ce qu'il écrivait à propos du pays et des gens était passionnant. Ma femme aimait bien, elle aussi. J'aimais voir combien les choses étaient différentes à l'époque par rapport à aujourd'hui. J'en ai lu une partie et je voulais le finir. Quoi qu'il en soit, j'avais reconnu le titre, Relación, que j'avais vu à la place où il s'asseyait habituellement, et je l'ai descendu parce que je me suis dit qu'un tel livre ne devait pas rester en haut. » Comme Brunetti supposa que ce « il » non nommé était l'homme censé avoir coupé les pages du livre, il lui demanda « Et pourquoi l'avez-vous pris s'il l'avait en consultation ?»« Ricardo, qui travaille au premier étage, m'a dit qu'il l'avait vu descendre l'escalier pendant ma pause repas, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il arrive toujours dès l'ouverture et il reste tout l'après-midi. » Il réfléchit un instant et précisa d'un ton sincèrement préoccupé. « Je ne sais pas comment il se débrouille pour son déjeuner. J'espère qu'il ne mangeait pas ici. » Puis, gêné d'avoir fait cet aveu, il ajouta « C'est pourquoi je suis monté voir s'il était revenu. » « Et comment pouviez-vous le savoir ?» s'enquit Brunetti, animé d'une véritable curiosité. Sartor eut un petit sourire. « À force de travailler ici, monsieur, vous finissez par déchiffrer les signes. Pas de crayon, pas de marqueur, pas de bloc-notes. Ce n'est pas facile à expliquer, mais je sais s'ils en ont fini pour la journée ou pas. » Et c'était le cas. Le gardien hocha la tête de manière catégorique. Les livres étaient empilés à sa place. La lumière de son pupitre était éteinte, donc il savait qu'il ne reviendrait pas, et c'est la raison pour laquelle j'ai descendu le livre au bureau principal. Était-ce quelque chose d'inhabituel ? Pour lui, oui. Il rangeait toujours toutes ses affaires et descendait lui-même les livres. À quelle heure est-il parti ? Je ne sais pas exactement, monsieur. Avant que je sois revenu, à 14h30. Et puis ? Comme je vous l'ai dit, lorsque Ricardo m'a appris qu'il était parti, je suis monté pour m'en assurer et m'occuper des livres. « Est-ce quelque chose que vous faites normalement ?» demanda Brunetti, intrigué. Le gardien avait trahi une certaine inquiétude la première fois qu'il lui avait posé cette question. Cette fois, il répondit sans hésiter. « Pas vraiment, monsieur, mais j'étais autrefois un coursier, c'est-à-dire que j'apportais les livres au lecteur et je les remettais sur les rayonnages. Si bien que je l'ai fait, disons, automatiquement. Je ne supporte pas de voir les volumes traîner sur les tables si personne ne s'en sert. Je vois. Continuez, je vous prie. J'ai descendu les ouvrages au bureau chargé de distribuer les livres. La dottoressa Fabiani arrivait juste d'une réunion et lorsqu'elle a ouvert le livre de Cortés qu'elle avait demandé, elle a vu ce qui s'était passé. Puis, d'un débit plus lent, comme s'il se parlait à lui-même, il ajouta « Je ne comprends pas comment il a réussi à le faire. En général, il y a plus d'une personne dans la salle. » Brunetti ignora cette remarque. Pourquoi a-t-elle ouvert ce livre en particulier ? Elle a dit que c'était un livre qu'elle avait lu quand elle était à l'université et qu'elle aimait la manière dont la ville y était dessinée. C'est pourquoi elle l'a pris et l'a ouvert. Elle était si contente de le revoir, a-t-elle dit, après toutes ces années. Face à l'expression de Brunetti, il précisa « Les gens qui travaillent ici ont ce genre de rapport avec les livres, vous savez. » « Vous avez dit qu'il y a d'habitude plus d'une personne dans la salle ?» reprit Brunetti avec douceur. Sartor fit un signe d'assentiment. « Il y a en général 1 ou 2 chercheurs, et il y a aussi un homme qui lit les Pères de l'Église depuis 3 ans, monsieur. Nous l'appelons Tertullien, c'est le premier auteur qui l'a demandé, et le nom lui est resté. Il vient tous les jours, ce qui fait qu'on a commencé à le voir un peu comme une sorte de gardien. »
Brunetti s'abstint de l'interroger sur le choix de cette lecture et préféra lui dire avec un sourire « Je comprends. Quoi donc, monsieur ? Que vous fassiez confiance à quelqu'un qui a passé des années à lire les pères de l'Église. » L'homme sourit nerveusement en réponse à Brunetti. « Peut-être avons-nous été négligents, » remarqua-t-il. Comme Brunetti ne souffla mot, il spécifia. « J'entends, en matière de sécurité, il n'y a pas grand monde qui vienne à la bibliothèque, et au bout d'un moment, nous avons l'impression de connaître les gens, et donc nous baissons la garde. » Ce qui est dangereux, se permit de noter Brunetti. « C'est le moins qu'on puisse dire, » affirma une voix de femme derrière lui. Brunetti se tourna et fit ainsi la connaissance de la dottoressa Fabiani. Elle était grande et élancée et ressemblait au premier coup d'œil à ces fins échassiers qui étaient si courants autrefois dans la lagune. Tout comme eux, elle avait une tête d'un gris argenté et les cheveux coupés très courts, et comme eux, elle était voûtée et se penchait en avant quand elle était debout, les bras croisés dans son dos, une main agrippée à l'autre poignet. Tels ces oiseaux, elle avait de larges pieds noirs à l'extrémité de longues jambes. Elle rejoignit à grande foulée, lâcha sa main droite et la tendit à Brunetti. « Je suis Patrizia Fabiani, dit-elle, la directrice. »« Je suis désolé de faire votre connaissance dans ces circonstances, dottoressa, » répliqua Brunetti, préférant toujours user d'une formule de politesse stéréotypée avant d'avoir véritablement compris à qui il avait affaire. « Est-ce que tu as expliqué la situation à monsieur le commissaire, Piero ?» demanda-t-elle au gardien, en usant de ce tu familier réservé aux amis et non pas à un subordonné. « Je lui ai dit que j'avais apporté le livre au bureau, mais que je n'avais pas remarqué qu'il manquait des pages, » répondit-il sans s'adresser à elle directement, ce qui ne permit pas à Brunetti de vérifier si, dans ce lieu, tout le monde était autorisé à parler à la directrice de manière informelle, comme on pourrait s'y attendre dans un magasin de chaussures, mais pas dans une bibliothèque. « Et qu'en est-il des autres livres qu'il avait en consultation ?» demanda Brunetti à la dottoressa. Elle ferma les yeux et il l'imagina les ouvrir intérieurement sur les bouts de pages qui s'y trouvaient encore. « Je les ai fait descendre après avoir vu le premier. Il y en avait 3 autres, et dans l'un d'eux, il manque 9 pages. » Il supposa qu'elle l'avait vérifié sans mettre de gants. Peut-être qu'une bibliothécaire, à la vue de livres endommagés, ne pouvait pas ne pas les toucher, à l'instar d'un médecin à la vue d'un membre en sang. « À combien s'élève la perte ?» s'enquit-il, espérant que sa réponse lui donnerait une idée de l'enjeu d'un tel délit. Les gens volent des choses parce qu'elles ont de la valeur, mais Brunetti savait que c'était là un terme tout relatif, sauf lorsqu'il s'agit d'un vol d'argent pur et dur. Un objet pouvait avoir une valeur sentimentale ou une valeur fondée sur le prix du marché. Dans ce cas, c'est la rareté, l'état de conservation et l'attrait qui la déterminent. Comment donner un prix à la beauté? Comment évaluer l'importance historique d'un objet? Il jeta un coup d'œil furtif au livre empilé sur le chariot appuyé contre le mur, mais s'en détourna aussitôt. Elle le regarda droit dans les yeux, et il vit non pas les yeux d'un oiseau des lagunes, mais les yeux d'une femme très intelligente, à même de percevoir la complexité de chacune des réponses qu'elle pouvait donner à la question du commissaire. Elle prit quelques feuilles de papier sur la table située près d'elle. « Nous avons commencé à faire une liste des livres qu'il a consultés depuis le début, y compris ceux que j'ai vus aujourd'hui, » déclara-t-elle en guise de réponse, sans tenir compte des livres sur le chariot derrière elle. « Dès que nous connaîtrons tous les titres et que nous les aurons examinés, nous pourrons avoir une idée de ce qu'il a pris d'autre. Pendant combien de temps est-il venu ici ? 3 semaines. Puis-je voir les livres que vous avez déjà trouvés ? Bien sûr, approuva-t-elle, puis se tournant vers le gardien. « Piero, mets un mot sur la porte disant que nous sommes fermés pour des problèmes techniques. » Puis elle dit à Brunetti avec un sourire amer, « Ce qui n'est pas bien loin de la vérité. » Brunetti jugea plus opportun de ne pas répondre. Pendant que Piero écrivait cette note, la dottoressa Fabiani lui demanda « Y a-t-il encore quelqu'un dans la salle ?»« Non, la seule autre personne qui se soit enregistrée aujourd'hui, c'est Tertullien, et il est parti. »
Il prit le papier et un rouleau de ruban adhésif dans un tiroir derrière le comptoir et se dirigea vers la porte d'entrée. « Oh mon Dieu !» dit la dottoressa Fabiani à voix basse. « Je l'avais complètement oublié. C'est comme s'il faisait partie du personnel ou des meubles. » Elle secoua la tête, exaspérée par son étourderie. « Qui est-ce » s'enquit Brunetti, curieux de voir si son explication coïnciderait avec celle du gardien. « Quelqu'un qui vient lire ici, depuis des années, des documents religieux, et qui est très courtois envers tout le monde. »« Je vois, » fit Brunetti, qui décida de passer outre cette information, tout au moins pour le moment. « Pouvez-vous me dire comment une personne a accès à votre collection ? » ?»« C'est très simple. Les résidents doivent présenter leur carte d'identité et un justificatif de domicile. Les gens qui ne sont pas résidents de la ville et qui veulent consulter certains livres doivent nous fournir une description écrite de leur projet de recherche, une lettre de recommandation de la part d'une institution académique ou d'une autre bibliothèque et une pièce d'identité. Comment savent-ils qu'ils peuvent faire leurs recherches ici ? » Face à la confusion de la dottoressa, il réalisa qu'il avait mal formulé sa question. « Je veux dire, comment savent-ils ce qui se trouve dans votre collection ?» Elle fut en proie à une trop grande surprise pour pouvoir la dissimuler. « Tout est en ligne. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est chercher ce qu'ils souhaitent consulter. » « Certes, » affirma Brunetti, gêné d'avoir posé une question aussi inepte. « Le système était différent lorsque j'étais étudiant. » Il jeta un coup d'œil circulaire et reprit. « Tout était différent. »« Vous veniez ici ?» demanda-t-elle curieuse. « Quelquefois, lorsque j'étais au lycée. »« Qu'est-ce que vous y lisiez ?»« Surtout des livres d'histoire, les Romains, parfois les Grecs. » Puis il avoua par honnêteté intellectuelle, mais toujours en traduction. « Pour vos études ? » ?»« Parfois, mais le plus souvent, juste pour mon plaisir. » Elle regarda Brunetti, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais se dirigea vers l'arrière du bâtiment. Brunetti se remémora son parcours universitaire et le temps infini qu'il avait passé dans les bibliothèques à trouver le titre dans le fichier, à remplir les formulaires de demande de prêt en double pour 3 livres au maximum, à remettre les formulaires au bibliothécaire, à attendre qu'on lui apporte les livres, à se rendre à un pupitre et à lire, puis à rendre les livres à la fin de la journée. Il se souvint des bibliographies qu'il parcourait avidement dans l'espoir qu'elles lui fournissent d'autres titres relatifs au sujet de sa recherche. Il arrivait qu'un professeur mentionne quelques sources utiles, mais c'était rare. La plupart d'entre eux faisaient de la rétention d'informations, comme s'ils croyaient que les livrer à un étudiant signifiait en perdre à tout jamais le contrôle. Y avait-il une thématique commune entre les livres requis par l'Américain ? S'informa Brunetti. Le voyage, les explorateurs vénitiens du Nouveau Monde. Elle froissa les papiers. Tout au moins, c'était le sujet de ses premières demandes. Après 2 semaines, il a commencé à consulter des livres d'auteurs non vénitiens, et puis il a commencé à demander des livres sur l'histoire naturelle. Tournant de nouveau son attention vers Brunetti, elle spécifia. « Ils sont tous là. » « Mais qu'avaient-ils en commun ?»« Les illustrations, » répondit-elle, ce qui le conforta dans ses doutes. Des cartes, des dessins d'espèces indigènes faits par les explorateurs et les artistes qui les accompagnaient. C'étaient souvent des aquarelles peintes au moment de l'impression. Comme surprise par ses propres mots, la dottoressa leva la main tenant les feuilles de papier et s'en cacha la bouche, puis ferma les yeux brusquement. « Qu'est-ce que c'est ?»« Le Mériane » lui dit-elle, ce qui porta la confusion de Brunetti à son comble. Elle se tint immobile si longtemps qu'il craignit qu'elle ne fût au bord d'une crise cardiaque. Puis il la vit se détendre, sa main retomba sur le côté et elle ouvrit les yeux. « Vous sentez-vous bien ?» Elle fit signe que oui. « Qu'est-ce que c'était ?» répéta-t-il en prenant garde à ne pas s'approcher d'elle. « Un livre. »« Lequel ?»« Un livre de dessin réalisé par une Allemande. » répondit-elle d'une voix qui recouvrait peu à peu son calme. « Nous en avons un exemplaire. J'ai eu peur qu'il ne l'ait eu aussi entre les mains, mais il a été prêté, je m'en souviens maintenant, à une autre bibliothèque. » Elle ferma de nouveau les yeux et murmura « Dieu merci !» Un long moment s'écoula avant que Brunetti n'osât lui demander « Avez-vous sa demande de candidature ?»« Oui, elle est dans mon bureau. C'est une lettre de recommandation de son université expliquant la nature de sa recherche avec la copie de son passeport. »
Elle tourna les talons et traversa la salle. Parvenue à la porte, elle l'ouvrit avec sa carte magnétique attachée à une longue lanière qu'elle portait autour du cou. Brunetti la suivit à l'intérieur et referma la porte derrière eux. Elle le guida dans un interminable couloir uniquement éclairé par de la lumière artificielle. Au bout du couloir, elle se servit de nouveau de sa carte magnétique et ils entrèrent dans une vaste pièce remplie de rangées d'étagères placées si près les unes des autres qu'une seule personne pouvait passer à la fois. Ici, l'odeur était plus prononcée. Brunetti se demanda si les gens qui y travaillaient finissaient par ne plus la sentir au bout d'un moment. Elle avait à peine franchi la porte que la dottoressa sortait déjà une paire de gants blancs de sa poche. Tout en les enfilant, elle lui dit « Je n'ai pas eu le temps de vérifier les autres livres qu'il a consultés. Je l'ai fait juste pour ceux qu'il a laissés aujourd'hui. Certains d'entre eux sont ici. Nous pouvons le faire maintenant. » Elle jeta un coup d'œil à son papier, puis prit sur la gauche et se dirigea vers la 3e rangée d'étagères. Sans même prendre soin de lire le dos des livres, elle s'arrêta à mi-chemin et s'abaissa pour en tirer un de l'étagère du bas. « Vous savez où se trouve chacun d'eux » lui demanda-t-il à l'autre bout de l'allée. Elle revint et posa le livre sur une table à côté de lui. Elle se pencha pour ouvrir un tiroir et en tira une paire de gants en coton qu'elle lui tendit. « Presque. Cela fait 7 ans que je suis ici. » Elle regarda de nouveau son papier et refit un geste vers la fin de cette même allée. « Je suis sûre que j'ai fait des centaines de kilomètres au milieu de ces rayonnages. » Cette réflexion rappela à Brunetti un officier en uniforme de Naples qu'il avait connu quand il était en garnison là-bas et qui prit conscience un jour que durant ses 27 années de service, il avait fait au moins 50 000 kilomètres, bien plus que la circonférence de la Terre. Face à l'incrédulité patente de Brunetti, il lui expliqua qu'il avait parcouru 10 kilomètres par journée de travail sur 27 ans. Brunetti regardait à présent cette allée pour essayer d'en évaluer la longueur. 50 mètres, plus encore. Il la suivit pendant 20 minutes, de salle en salle, les bras de plus en plus chargés de volume. Il se rendait compte que plus le temps passait, moins il en sentait l'odeur. À un moment donné, elle lui fit faire une halte près de la table et y déposa les ouvrages avant de reprendre sa course. Elle devint son Ariane, le conduisant à travers le labyrinthe de livres, ne cessant de s'arrêter pour lui entendre un autre et un autre encore. Brunetti fut bientôt perdu. Il lui aurait suffi d'une seule fenêtre donnant sur la Giudecca pour pouvoir s'orienter, mais les édifices voisins qu'il apercevait depuis les ouvertures ne lui donnaient aucun indice. Enfin, après lui avoir remis 2 autres livres, elle revint à la première page de la liste et signala à Brunetti qu'elle avait terminé. « Nous pourrions tout aussi bien les regarder ici », suggéra-t-elle en lui faisant regagner la table couverte de volumes. Il attendit qu'elle lui prenne les derniers livres des bras et qu'elle les ajoute aux autres. Debout, près de la première pile, la dottoressa prit le premier ouvrage et l'ouvrit. Brunetti s'approcha et vit la page de garde. Elle la tourna et il découvrit sur la droite la page de titre. Il ne restait plus du frontispice que la souche verticale et rigide. Même si cette très mince bande de papier n'avait rien d'une blessure, Brunetti ne pouvait s'empêcher de penser que le livre avait souffert. Il entendit la dottoressa soupirer. Elle ferma le livre et le tourna pour en regarder la tranche à la recherche de creux dans l'épaisseur des pages. Comme les gants réduisaient la sensibilité de ses doigts, elle posa l'ouvrage sur la table, enleva ses gants et commença à le feuilleter lentement. Elle tomba sans tarder sur la souche d'une autre page découpée, puis d'une autre encore, et parvint ainsi à la fin du volume. Elle le mit de côté et en prit un deuxième. De nouveau, le frontispice avait disparu, ainsi que 7 autres pages. Elle ferma le livre et le posa sur le précédent. Tandis qu'elle se penchait pour en prendre un nouveau, Brunetti vit une larme tomber sur la reliure en cuir rouge qui passa immédiatement du rose au bordeaux. Elle la sécha du bord de la main. « Quels idiots nous sommes !» dit-elle. Qui désignait-elle, se demanda-t-il. Les gens qui faisaient cela ou les gens dont le laxisme leur permettait de le faire.
Il se tint près d'elle pendant qu'elle feuilleta, d'après ses calculs, 26 autres volumes. Il manquait des pages à tous ses livres, à l'exception de 2 ouvrages. Elle plaça le dernier sur le côté et, se penchant en avant, elle s'appuya des mains sur le bord de la table. « Il manque aussi des livres. » Puis, à la manière des gens qui refusent souvent d'accepter même le plus imparable des diagnostics, elle suggéra « Mais peut-être qu'ils n'ont pas été remis sur les bonnes étagères. » « Est-ce possible ?» s'enquit Brunetti. Regardant les livres éparpillés sous ses yeux, elle déclara « Si vous m'aviez posé cette question hier, je vous aurais répondu que rien de tout cela n'était possible. Qu'est-ce qui manque ? Les livres... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.